On est lancé. Allez. Alors, je vous rappelle le principe de fonctionnement donc, de ces lives. D'accord, ça durera certainement 1 heure et demie. On verra le temps qui est nécessaire pour pouvoir faire un bon point sur le sujet et essayer de débriefer un maximum. D'accord, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, bien évidemment, principalement plus sur la messagerie donc de l'application, parce que comme ça, tout le monde peut y avoir accès par la suite. D'accord, si vous voulez poser des questions directement via l'application, vous pouvez les poser via l'application. D'accord, ok. Le sujet du jour, c'est le deuxième live. Le précédent, c'était sur la partie mémoire. Le deuxième live, lui, que j'ai lancé, porte sur l'application des normes IFRS. D'accord. Alors, je me permets de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que très souvent, en réalité, je me suis rendu compte que la norme IFRS, les normes IFRS en général, et notamment les retraitements en particulier, vous posez un grand nombre de soucis. D'accord. C'est un petit peu l'ennemi public numéro un. Et d'ailleurs, c'est problématique parce que ça ne représente pas tant de points dans votre DSCG, mais par contre, ça représente un bloquant pour beaucoup d'entre eux. D'accord. Donc, j'ai décidé de démystifier un petit peu les choses. Je vais vous montrer une méthodologie. Il en existe des milliers d'autres. Le fait est qu'en tout cas, cette méthodologie, a priori, réussit plutôt bien, puisque celles et ceux que j'ai entraînés en cours ou en session individuelle d'accompagnement pour l'instant, en tout cas, s'en sont tous plutôt bien sortis avec pas mal de points d'avance sur cette UE. D'accord. Donc, on va pouvoir attaquer les choses. Déjà, dans un premier temps, je me permets de vous interroger toutes et tous. Vous êtes libre de répondre sur la partie écrite si ça vous dérange pas. Sauriez-vous me dire un petit peu où vous en êtes de ces IFRS? Est-ce que vous les avez vus en cours? Est-ce que vous avez vu l'application de la norme? Est-ce que vous avez vu l'application des retraitements? D'accord. Un accord, norme et retraitement, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc, ça me permettrait d'en savoir un petit peu plus sur votre niveau actuel. D'accord. N'hésitez pas à me répondre. Ça va me permettre d'aborder le sujet. Alors, concernant les normes elles-mêmes, donc je vous rappelle, il y a deux sujets qu'il faut que vous sachiez dans un premier temps sur l'épreuve, c'est que vous êtes à peu près certaines et certains, toutes et tous, d'avoir au moins une norme IFRS à appliquer. Alors, les prévisions de cette année, c'était la norme IFRS sur la reconnaissance du revenu. J'avais prédit que ce serait reconnaissance du revenu, mais je pense qu'à peu près tous mes collègues expérimentés ont fait la même prévision, donc on ne s'est pas trop trompé. Cette année, je m'attends peut-être à l'IFRS sur les frais de personnel, mais bon, bref, on ne va pas faire de prédictions. Je n'aime pas les prédictions. D'accord. Donc, sachez-le, il y a l'application de la norme qui généralement peut représenter un dossier sur 2-3 points, on va dire. Vous savez qu'en DSCG, 2-3 points, ça peut être précieux. Et vous avez généralement, mais c'est de moins en moins vrai, au moins 2 cas d'application de retraitement IFRS, c'est-à-dire qui permettent de passer de la norme PCG à la norme IFRS, ou alors voire même parfois de la norme PCG à la norme ANC, d'accord, qui reste quand même une norme, vous savez, la norme qui a succédé à la CRC 9902, qui est la norme de consolidation française. D'accord, par opposition, bien sûr, à la norme, enfin par complémentarité, dirais-je, plutôt avec la norme de consolidation, comment ça s'appelle, internationale, IFRS. D'accord. Donc voilà à peu près sur à quoi vous avez affaire. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la norme IFRS et l'idée, c'est surtout d'essayer de vous donner une méthodologie pour faire ces fameux retraitements. D'accord. Alors bien sûr, je ne saurais que trop vous recommander quand vous vous entraînez de vous entraîner. Alors moi, je fais de pub pour personne, hein, d'accord, de base, c'est pas le but de ces formations-là. Je ne saurais que trop vous recommander de manger de la première à la dernière, en tout cas les fiches Corois dans un premier temps, d'accord, qui sont une très très bonne base pour pouvoir justement bien mettre en application les choses. Après, je n'exclus pas le fait que quand vous les faites, c'est très important après de pouvoir en discuter avec d'autres, de questionner des professeurs pour obtenir une meilleure explication des corrections sur le sujet. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'à un moment donné, les normes IFRS sont toutes vues en détail dans cet ensemble de fiches d'exercice. Et donc, en conséquence de quoi, ça vous aidera considérablement pour pouvoir appréhender cela. Alors, permettez-moi de rentrer maintenant dans le vif, d'accord. Je vous invite à poser toutes vos questions, bien sûr, en direct. Hein, j'y répondrai sélectivement en fonction de la situation. Déjà, comment ça se passe, en fait, tout simplement, et pourquoi est-ce qu'on est amené à faire un retraitement? Vous le savez comme moi, il y a 2 types de retraitement, déjà. Il faut savoir qu'il va y avoir le retraitement, effectivement, d'application de la norme, donc la norme IFRS en elle-même, c'est-à-dire quand je passe de la norme française à la norme internationale, et puis, ou la norme française à la norme ANC, bref, on s'est compris. Mais il peut aussi y avoir des retraitements qui vont fonctionner de la même manière et qui consistent en fait tout simplement à faire le nettoyage entre l'application d'une norme, je dirais, sociale avec l'application d'une norme groupe.
La norme sociale étant la norme, si vous voulez, qui est appliquée par une filiale, et la norme de groupe étant la norme qui est appliquée par la maison mère. J'ai envie de vous dire que par convention, on a tendance à faire en sorte que la norme appliquée par la filiale soit au final harmonisée sur la méthode de la maison mère. D'accord. Néanmoins, le retraitement se déroulera de la même manière. D'accord. Ok. Il y aura à peu près, à peu de choses près, les mêmes incidences. D'accord. Alors pareil, je vais vous demander de prendre un petit peu de recul. Je vous enverrai ce fichier si vous le souhaitez. Hein, d'accord. Ça ne me dérange pas de vous le partager. D'accord, mais qui est là pour vous aider néanmoins à comprendre de quelle manière ça se passe. D'accord. Alors, permettez-moi de vous montrer le principe du retraitement dans un premier temps. Il existe, si vous voulez, alors il y a plusieurs méthodes, hein, il faut comprendre. Moi, j'ai choisi cette méthode-là, ça fait depuis des années que j'utilise, et je considère que c'est une méthode qui présente l'avantage d'être harmonisée avec toutes les. Enfin, vous pouvez l'utiliser tout le temps. D'accord. J'ai déjà vu des corrections de partiels, j'ai déjà vu des corrections d'analyse d'examen de fait de telle manière que ça ne rendait pas, à mon sens, possible la compréhension de la correction du sujet. D'accord. Ce que je vous propose là, c'est une matrice ou un fonctionnement qui est globalement transposable partout, mais qui va supposer une très bonne connaissance comptable. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, très souvent, quand moi-même je fais travailler l'UE4 à titre de révision, je fais souvent plus travailler les personnes sur les normes IFRS et les retraitements en premier, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, parce que bien souvent, en réalité, ça permet aussi de réactiver chez vous des logiques comptables qui sont enfouies depuis que vous avez passé compta approfondi ou depuis que vous avez passé un 3 à la compta. D'accord. Et si vous aviez des équivalences, ça peut être enfoui depuis encore plus longtemps que ça. D'accord. Donc, ça permet de se remettre à jour. D'accord. La meilleure façon de réussir les retraitements et les IFRS, c'est déjà de connaître correctement les normes françaises. Je vous montre l'exemple premier exemple à travers tout simplement l'exemple du crédit bail. Parce que le crédit bail, c'est devenu une légende. Hein, vous le savez, en matière de retraitement, tout le monde passe par le crédit bail à un moment ou à un autre. D'accord. Donc, alors, on y va. Donc, c'est une méthode basée sur 4 cadrans. D'accord. Moi, j'aime bien l'appeler la méthode des 4 cadrans d'ailleurs. Ok, c'est comme ça que je la nomme le mieux. D'accord. Et j'espère que tout le monde voit bien à l'écran. Voilà, globalement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. D'accord. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous aurez compris pas mal de choses. Vous avez donc du côté gauche, je dirais, ce qui est actuellement, c'est-à-dire l'application de votre norme française, d'accord, par l'intermédiaire d'une approche basée sur, je dirais, les soldes. Il ne s'agit pas de traduire des mouvements, d'accord, c'est pas le but. Il ne s'agit pas d'équilibrer quoi que ce soit, du moins pas dans un premier temps. Il s'agit en fait de faire un snapshot. Vous faites une photographie de tous les postes de bilan actifs-passifs, hors résultats et réserves bien sûr, hors capitaux propres si vous préférez, et de tous les impacts charges produits qui vont effectivement venir impacter vos états financiers. D'accord. De l'autre côté, vous avez vu, donc là c'est ce qui est, de l'autre côté c'est ce qui doit être. Alors, ce qui doit être, c'est voilà ce que je devrais avoir en normes internationales, je devrais avoir tels éléments à l'actif, tels éléments au passif, tels éléments en charge, tels éléments au produit. Je vais vous dire qu'une fois que vous avez terminé ça, vous avez terminé le plus dur, c'est-à-dire la totalité de votre boulot sera globalement finie, d'accord. Vous en aurez terminé, puisque la seule chose qui restera à faire par la suite, c'est tout simplement le retraitement lui-même, d'accord. Comment ça se passe à la fin? Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez des éléments que vous retrouverez. Alors, dans un crédit bail, je pense que vous vous souvenez, dans un crédit bail, on a généralement un dépôt de garantie qui est une sorte d'immobilisation financière. On peut avoir éventuellement des charges constatées d'avance si on a effectivement payé d'avance le crédit bail, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et plus rarement des FNP quand on paye le crédit bail à terme échu, mais ça c'est très rare, hein, c'était juste pour montrer le fait que ça puisse exister comptablement, et on a une redevance. En norme internationale, pour le coup, ou ANC d'ailleurs, qui sera globalement la même, on a des immobilisations du crédit bail en valeur brute, on va avoir son amortissement, la dette financière inhérente et les éventuels ICNE, les intérêts courus non échus. D'accord. En charge donc des DAP qui correspondent aux amortissements que vous voyez là et des intérêts qui correspondent pour partie, ou partie d'ailleurs, aux intérêts courus non échus. Donc une fois qu'on a fait cette cartographie, on va en faire un cas réel juste après, si vous voulez le faire en dynamique avec moi, vous pourrez le suivre. D'accord. Une fois qu'on a fait cette première cartographie, et donc j'insiste bien sur le fait que vous voyez, ça ne sera pas équilibré. C'est pas le but d'équilibrer. Ce qui va permettre d'équilibrer les choses, c'est ce qui se passe juste après, c'est-à-dire c'est les écritures de retraitement. Et l'écriture de retraitement, une fois que vous avez pris la peine de faire ces cadrans, ces 4 cadrans, elle est, j'ai presque envie de dire, bête et méchante. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve du côté gauche doit disparaître, tout ce qui se trouve du côté droit doit apparaître. Donc autrement dit,
La redevance, est-ce surprenant de l'avoir passé au crédit? Pas du tout. On annule ce qui se passe en norme française. D'accord? Et on constate bien évidemment une DAP et des intérêts. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'annule d'un côté, je repasse de l'autre. OK? Et bien évidemment, qu'est-ce que je constate une fois que j'ai fait cette opération-là? C'est ce qu'on va faire dans les chiffres dans un instant avec un exemple concret. Qu'est-ce que je constate immédiatement? Je constate tout de suite que j'ai un impact en résultat. D'accord? Alors, c'est un impact en résultat à la hausse ou à la baisse, forcément, selon que j'ai retraité plus de charges, plus de produits, je vais avoir un impact en résultat lié à l'application de cette norme-là. D'accord? Tantôt au débit, tantôt au crédit, tantôt avec un impact en charge fiscale, tantôt avec un impact en produit fiscal. D'accord? Bien. Mon retraitement n'est pas terminé. D'accord? Et vous avez remarqué, j'ai commencé par les comptes de gestion. Alors là encore, ça va faire l'objet d'une petite explication. Pourquoi commencer par les comptes de gestion? Est-ce que vous en avez peut-être une idée si vous avez déjà travaillé sur les retraitements? C'est peut-être intéressant de vous solliciter. Pour quelle raison est-il intéressant de commencer par les comptes de gestion lorsqu'on fait son retraitement? Du moins, lorsqu'on suit cette logique de correction que je suis en train de vous montrer à l'instant. N'hésitez pas à participer dans la conversation, comme ça on peut. Je rappelle que plus vous vous posez de questions, plus c'est riche comme échange, d'accord? Plus c'est efficace. Alors, pas forcément l'idée. Alors, permettez-moi de vous montrer. Alors, en fait, Lou, pour répondre, lorsque vous allez faire les opérations, on va en faire un exemple juste après, lorsque vous allez faire l'opération, vous allez connaître effectivement l'écart du résultat que ça va avoir. Pour l'impact de l'impôt, oui, aussi, mais si on va par là aussi dans le bilan, il y a de l'impact fiscal. C'est juste qu'on n'appelle plus ça ni des charges ni des produits fiscaux, mais plutôt des IDA et des IDP. D'accord? Non, il y a une autre raison à ça. Si vous êtes en première année, c'est-à-dire si votre traitement intervient lors de la première année du crédit bail, par exemple, est-ce que vous aurez un impact en réserve? Non. Non. Vous n'avez pas d'impact en réserve. Par contre, si d'aventure vous êtes en deuxième année, il va y avoir l'impact en résultat de l'année, mais il va y avoir l'impact en résultat de l'an dernier, autrement dit maintenant l'impact en réserve. Quand vous avez 2 années, ça peut être gérable. Imaginez que vous mettez en année N plus 7. N plus 7, je vous souhaite bon courage pour le retrouver l'impact en réserve si vous vous avisez de le reconstituer via vos résultats successifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, regardez tout simplement, on va construire notre impact, bien évidemment, en résultat. D'accord? Le plus juste possible, je vous le souhaite en tout cas. Et ensuite, on va passer au retraitement de notre bilan. Et dans notre bilan, c'est pareil. Vous voyez, on va annuler tous les éléments de type norme française. On va introduire les éléments de type norme internationale. On va constater notre résultat, bien sûr, et par différence, sauf bien sûr si on a la capacité de le reconstituer tout de suite, évidemment, je vais pas dire le contraire. D'accord? Mais par différence, on va pouvoir retrouver notre impact en réserve. Alors, bien évidemment, vous entendrez tout et son contraire. Vous entendrez des gens vous dire, ah oui, non, mais vous pouvez retrouver le détail complet de l'impact en réserve. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir le faire. Je dis juste qu'un jour d'examen, vous n'aurez pas forcément le temps d'y arriver. D'accord? Ça va vous stresser, vous n'allez pas retrouver vos petits. Le faire par différence, c'est une manière de boucler l'équation. Et si vous avez bien évidemment réussi tout ce qu'il y avait au-dessus, ça vous permet de conclure sur l'impact en réserve de la même manière que vous avez conclu sur l'impact en résultat. D'accord? Certains ouvrages, des fois, font l'inverse. Ils partent sur l'impact en bilan et ensuite l'impact en résultat. C'est plus contraignant dans ce cas-là. Une fois de plus, vous entendrez encore des personnes vous dire, mais c'est faisable et c'est même mieux. Ils n'ont pas tort. Mais rappelez-vous que nous, on n'est pas là pour faire du faisable et du bien mieux. On est là pour faire du qui marche le jour de l'épreuve. Sans vous prendre trop la tête et surtout sans vous mettre en risque de faire une erreur. D'accord? Donc, à un moment donné, mieux vaut utiliser cette méthodologie. Et d'ailleurs, je vais vous prouver juste après, on va faire carrément un crédit bail, mais on va s'y prendre non pas en année 1, on sait très bien qu'il va y avoir un impact en résultat, on s'en fout. On va s'y prendre en plein milieu, année 4. Tac, ou année 3. Je sais pas, on verra. On va improviser. OK?
Et bien évidemment, je me permets juste de souligner le fait que là, par contre, attention, faites attention, quand on fait le retraitement, il va de soi que cette fois-ci, ce ne sont plus des impacts fiscaux ordinaires, c'est plus des charges des produits, ce sont tout simplement des IDA, des IDP, c'est-à-dire des impacts, si vous voulez, qui ont lieu lorsque vous êtes, si vous voulez, du moins lorsque vous les mettez en œuvre, qui ont lieu dans le bilan. Donc, autrement dit, un produit fiscal, si vous voulez, sera appelé un IDA, c'est-à-dire une imposition différée active, qui est une créance vis-à-vis de l'État, alors qu'une charge fiscale sera attribuée du côté des IDP, donc de l'imposition différée passive même, qui correspond plutôt à une dette fiscale. D'accord? J'espère que ce point-là est clair. Passons tout de suite, si vous voulez bien, un petit peu à de la pratique. D'accord? Alors, bon, bien sûr, je me suis permis de vous représenter quelques normes IFRS, hein, il y en a beaucoup. On n'aura pas le temps de toutes les voir du tout. Il faut des jours entiers pour les voir. D'accord? Les immobilisations corporelles sont concernées, les instruments financiers, les provisions, les contrats de location, les avantages au personnel, et j'en passe. Il y en a beaucoup d'autres. D'accord? La plus connue de toutes, c'est bien sûr la norme IFRS sur le crédit bail. Donc, je me permets juste de la, comment est-ce que je peux dire, de la vulgariser de nouveau avec vous via un exemple. D'accord? OK, vous voyez bien que lorsque l'on met en place effectivement l'action de l'application de la norme, on est obligé de connaître tout son décor de mise en œuvre. D'accord? Chaque norme IFRS ayant son propre décor de mise en œuvre. La norme de type IFRS 16 ou IAS 17, en l'occurrence pour le crédit bail, c'est une des plus connues parce que c'est une des plus. En fait, elle n'est pas si compliquée que ça, mais j'avoue que la première fois qu'on l'a fait, elle peut sembler certainement un petit peu contraignante. D'accord? Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui retourne, de quoi il retourne? Vous connaissez les étapes. Première étape, on doit déterminer le taux implicite du crédit bail. Je vous rassure, en épreuve, souvent, il vous sera donné. Tout simplement parce qu'on ne peut pas partir du principe que vous avez des solveurs ou la capacité de trouver un TRI par vous-même. D'accord? Donc, souvent, on vous le donnera. Il y a même des chances qu'on vous donne, une fois que vous avez trouvé effectivement ce taux implicite, que l'on vous donne même les manières, les éléments pour construire le plan de remboursement de l'emprunt fictif, qu'on vous le donne même intégralement. Vous voyez, on est plutôt choupignon, on vous le donne. OK? Et par la suite, bien évidemment, on ne vous fera pas forcément cadeau des écritures comptables. Ça, c'est vous qui allez devoir faire les écritures comptables en norme IFRS. D'accord? Mais dans un premier temps, c'est vrai, on vous fera cadeau de ces éléments-là pour vous dispenser des éléments de calcul purement financiers. Ce qui ne vous interdit pas néanmoins de les comprendre. D'accord? Savoir reconstituer, pour ma part, ce tableau des flux pour nous montrer que la partie méthode, le tableau des flux, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'à tout instant, on peut vous demander ceci. Vous voyez, on peut vous demander de trouver l'équation qui justifie le taux implicite du crédit bail, qui n'est jamais qu'une forme d'emprunt déguisé. D'accord? Dans lequel, effectivement, je reçois un bien, flux positif, matériel, et je paye un dépôt de garantie, des redevances, voire même une option que je récupère à la fin, en tout cas pour le dépôt de garantie. D'accord? Donc, tout ceci concourt, si vous voulez, à me permettre de construire, vous voyez, mon tableau de flux. C'est tout de suite beaucoup plus visuel. D'accord? Là, vous voyez, j'ai indubitablement mon bien, moins un dépôt de garantie et moins une première redevance. D'accord? Et enfin, qu'est-ce que j'ai? J'ai certainement mon option, je présume, ça doit être l'option qui est activée. Je pense que c'est ça. Oui, une option qui sera activée. Et 3000, je présume que c'est le dépôt de garantie qu'on récupère. Vous voyez? Mais avoir ces flux-là va me permettre de rédiger mon équation en me rappelant que mon taux implicite, effectivement, c'est le taux qui permet d'annuler l'ensemble des flux actualisés. OK? L'emprunt fictif en lui-même, très souvent, on peut vous le donner, mais on pourrait aussi ne pas vous le donner. Il faudrait donc, par conséquent, que vous soyez particulièrement vigilantes et vigilants de certaines choses, notamment ce que vous voyez ici. Vous voyez? Hop. Autrement dit, le zéro qui est ici. Pourquoi? Très souvent, vous avez des problèmes de temporalité lorsque vous faites vos retraitements. C'est-à-dire que vous ne vous figurez pas suffisamment les flux et leur positionnement dans le temps. Imaginez que vous rentriez dans une. Là, vous voyez, par exemple, c'est un emprunt, c'est un crédit bail avec règlement d'avance. Crédit bail avec règlement d'avance. Je suis obligé, moi aussi, de faire un plan de remboursement. Je vois que le taux de rendement interne, c'est 21,08. C'est un peu cher, mais bon, c'est un exo. 21,08. Et en conséquence de quoi? Je me dis, OK, donc je vais faire mon emprunt avec 21,08. OK. Et mon annuité constante, je la connais. C'est mes 18 000 de redevances à chaque fois. Enfin, 18 000, 15 000, 15 000, qui sont les flux sortants, vous voyez ce que je veux dire? OK. Ça marche malheureusement pas comme ça. Il faudra être très vigilant sur quoi? Sur l'application
au sens strict du plan de remboursement. Lorsque vous sortez d'une banque et vous payez spontanément ce que vous devez, d'accord? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que vous avez automatiquement, vous payez automatiquement votre dette. Les intérêts, ils n'ont pas eu le temps de courir. Je veux dire, c'est pour ça que vous vous retrouvez d'ailleurs avec un zéro. Mais on pourrait vous faire des cas où la redevance est payée en fin de période, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas cette problématique-là. D'accord? Les intérêts auraient bien commencé à travailler dès le début, et ce sur la totalité de la dette empruntée. D'accord? Donc, attention à ces choses-là. Pour la question des écritures comptables, là encore, très souvent, je trouve que ça vous est présenté de façon très complexe, alors qu'en fait, non, c'est des écritures tout ce qui est le plus classique. Vous voyez que la première écriture est assez banale, d'accord? On simule l'acquisition, d'accord, d'une immobilisation, on simule son amortissement, on simule la comptabilisation des intérêts courus, d'accord? Okay, vous voyez les intérêts qui ont commencé à courir, sachant que vous voyez ici certainement, mon emprunt a commencé le 01 le 1er juillet, et que le prochain règlement a lieu le 1er juillet N+1. Donc voilà, donc à la clôture, vous imaginez bien que les intérêts, ils ont commencé à défiler à hauteur de quasiment 50% du montant. 50% parce qu'on est sur une mi-année, on est sur 6 mois. OK? Donc 50, 50, etc. D'accord? Et puis bien évidemment, ensuite, le paiement lui-même directement de la redevance, vous voyez, qui apparaît ici. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, les écritures IFRS en elles-mêmes, ça va vous rappeler beaucoup de fois les écritures comptables. Là où vous avez souvent un petit point de panique, c'est que vous dites, mais si je n'utilise pas le bon libellé, je ne vais pas vous mentir, on s'en fiche. D'accord? À condition que vous n'utilisiez pas une dénomination incohérente, tant que vous arrivez à vous faire comprendre de votre jury, on n'est pas bête. D'accord? On va, dans une certaine mesure, essayer de s'adapter aussi à ce que vous aurez écrit. D'accord? OK? Tant que c'est juste, c'est juste. D'accord? Mais rappelez-vous, ne vous enfermez pas dans des libellés d'écriture comptable qui seraient totalement appris par cœur. Tout ça, c'est du temps de neurones de perdu pour vous. D'accord? OK? Et je peux vous assurer que ça n'a jamais rapporté plus de points. OK? On se fait très bien comprendre, même sans ça. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle non pas les retraitements IFRS, mais les écritures IFRS. On peut vous demander de faire des écritures IFRS dans un dossier, vous l'avez vu dans les épreuves passées, généralement 2-3 points sur ce dossier-là où on vous demande d'expliquer une norme. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que la prochaine fois, ce soit peut-être, je ne veux pas faire de pronostic raté, peut-être beaucoup plus les normes sur la partie personnelle, avec peut-être, je ne sais pas moi, la participation, la provision pour départ à la retraite, etc., ce genre de choses-là. D'accord? Parce que toutes les autres normes, j'ai envie de dire, costauds sont déjà globalement passées. OK? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, d'accord? On est là pour discuter aussi, hein, d'accord? C'est pas juste un exposé linéaire sur le sujet. Si vous posez des questions, ça peut aussi orienter la discussion sur ce point, d'accord? Vous avez promis un passage à la pratique, d'accord? Alors, sur le principe de la pratique, si vous voulez, euh, vous allez me regarder faire, hein, globalement, je vais le faire avec vous. Vous voyez, là, on est globalement sur du vierge en totalité, d'accord? Donc, on va devoir le faire ensemble et ensuite, on va s'attaquer au retraitement. Alors, je pense que je vais peut-être faire un truc. Je réfléchis, hein. Je réfléchis, parce que là, j'ai mis les réserves et tout. Et vous voyez, on est clairement sur un cas où on a N+2, N+3. Oh, en plus, j'ai mis du 1er septembre. J'ai été vraiment vache. On va se mettre au 0,1, au 31-12 N+3, vous voyez ce que je veux dire, et au 31-12 N+2. OK. J'espère que vous serez avec moi parce que ça va être costaud, hein. N+2. Et si vous voulez faire le N+3, vous n'aurez juste qu'à me l'envoyer. OK, je regarderai un petit peu ça après. Et voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêts. C'est bon, tout le monde est attaque? Tout le monde est OK? Alors, sur un retraitement, si j'ai un conseil à vous donner, surtout quand on s'y attaque, vous et moi, ça va être d'être sacrément inventif, parce qu'il y a beaucoup de manip. D'accord? Donc déjà, si je prends ne serait-ce que ce que je viens de dire, c'est-à-dire la construction de mon tableau de flux, moi j'y tiens, d'accord? Je ne vous dis pas que tout le monde y tient, vous faites ce que vous voulez, vous écoutez vos profs surtout. Moi, je pars du principe que ça sert. Donc, premier flux, si je lis, soit un contrat de 5 ans pour une valeur brute d'immobilisation de 60 000 € avec une redevance de 13 500.
dépôt de garantie de 5 000 et une option qui sera activée de 7 000. La redevance est de début de période. L'opération débute le 01-09 pour une durée de vie théorique de 6 ans. On supposera que le contrat dure la même durée. Bien. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que mon premier flux va être composé de quoi? Il va être composé de 60 000 que je reçois, moins une redevance de début de période de 13 500, un dépôt de garantie de 5 000. Autrement dit, tout ça va nous faire 41 500 de flux entrant, net. D'accord? Tout le reste, ce sera quoi? Ce sera du moins 13 500, la redevance à payer chaque année en début de période. Donc systématiquement, je vais me retrouver avec tous ces débuts de période en ligne de tir. D'accord? Durée de vie théorique 6 ans, mais le contrat est de 5 ans. S'il est de 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma dernière redevance, regardez ici. Ah oui, mince. J'avais fait en sorte de ne pas tout effacer. Vous voyez, j'ai bien mes 5 redevances. Forcément, j'atterris au terme de l'année 4, donc au début de l'année 5. OK? Et bien sûr, à la fin, je vais récupérer mon dépôt de garantie et payer mon option. Notez que si on ne vous dit pas que l'option est exerçable, c'est qu'elle n'est pas. OK? 12 071, 12,71 pardon, de taux d'intérêt. D'accord? Ça, c'est mon TRI, mon taux de rendement interne, et donc mon taux implicite, et donc le taux de l'emprunt qui est juste en dessous. OK? Là où je vais être sympa, c'est que dans les annales d'examen, on ne vous demandera pas de reconstituer tout ça. C'est trop long. Vous imaginez un peu, ça va vous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va vous le donner. Boum. OK? Ça marche pour tout le monde? Pose la question au cas où, est-ce que j'aurai quelqu'un de volontaire pour aller faire ces écritures avec moi? Là, on sait, je me suis mis sur N pour la partie écriture IFRS. Est-ce que quelqu'un souhaiterait se joindre à moi? N'hésitez pas, je vous rappelle, on est là pour faire des erreurs. Il n'y a pas de... Je veux bien essayer. Allez, feu. Alors, on vous écoute. Bon, là, du coup, l'actif immobilisé, on va prendre 60 000. Les 60 000. Vous me dites débit crédit à chaque fois. Au débit. Mhm. Donc, dette financière, ça sera donc. Tac, tac, tac. Ce sera le remboursement, du coup. Alors, la dette financière, attention, on était au 0109N quand on a commencé à prendre les clés de la bécane. D'accord? Ouais. Avec une redevance de début de période. Donc, d'un point de vue mensualité, c'est comme si vous aviez payé cash. D'accord? Donc, Ouais. regardez attentivement la ligne. Au 41 0109, 500. en fait, la dette, elle est de. 41 500. Exactement. La dette, elle est de 41 500. D'accord? Et par conséquent, la différence se trouve où? Les 18 500, le remboursement. Exactement, en banque. Pas en banque, en sortie de banque plutôt, puisque vous avez payé votre redevance. OK? Ouais. Nos amortissements, sachant qu'on a un bien qui a une durée de vie de 6 ans. Attention. On fait prendre 60 000 divisé par 6. Exactement. Faites attention juste à un point. Et c'est le nombre de mois, du coup. Eh oui, Parce qu'on dit 1er septembre. Donc, au 31 décembre, il faut privatiser. exactement. C'est vache, mais il ne faut pas l'oublier, le prorata temporis, hein, d'accord? Ça va vous donner du urticaire sinon. OK. Les intérêts courus. Les OK. intérêts courus, la première année, on est à 0. Donc, il Justement, non. faut. Non. C'est là que souvent il y a Ah, des confusions. Regardez, c'est pas parce que vous êtes sur la première ligne que vous êtes en fait en réalité sur la première année du crédit. Vous êtes sur le début de la première année. En fait, regardons les choses comme ça. Au 0109N, la dette précisément que j'ai vis-à-vis de la banque, elle est de 41 500. D'accord? Et elle commence à courir à partir du 0109 jusque au 0109N plus 1. Et les intérêts, en l'occurrence, qui ont commencé à courir à partir de cette date-là, ils sont là. Mais c'est vrai qu'ils seront payés sur la deuxième mensualité. D'accord? La deuxième annuité, pardon. OK? Donc, c'est eux dont il faut se charger. C'est eux la charge d'intérêt. C'est eux dont il va falloir prendre 4/12, en l'occurrence. ok. OK? Vous comprenez? Oui. Bam, 4/12 de 5260. 5274. Exactement. Qu'on va tout de suite extourner, bien évidemment. Bon, ça, c'est un détail. On les extourne l'année d'après. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on enregistre aussitôt? Le règlement de alors, entre guillemets, de la redevance, mais donc de l'annuité. Bon, les 18 500, donc, du coup. Exactement.
Non, là, ça va être 13 500, là, ici. Ah, 13 500. 13 500. Donc, effectivement, le paiement en banque, ce sera 13 500. OK. La charge d'intérêt, ben, bien sûr, elle est de 5 274 au grand complet, hein, celle-ci. Et la dette financière, elle est de. Hop, 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 elle diminue de 8 226. OK. Et voilà mes écritures IFRS pour la première année. OK. Du 0109N au 0109N plus 1. OK. J'ai une question. Yes, dites-moi. Parce qu'au niveau de. Là, si on est que sur la première année, donc c'est-à-dire qu'on termine au 31 décembre de N. Oui, en fait, j'ai fait la première année de crédit bail, vous voyez ce que je veux dire, du Hmm. 0109N au 0109N plus 1. Mais effectivement, au 31-12, on s'arrête. D'accord. En quelque sorte, on passe les FNP pour. Ok. Donc tout ça va être extourné à la deuxième année. Exactement, on l'a fait globalement là. Hein. Là, on a extourné nos ICNE. Ok. On n'a Mhm. pas d'FNP, attention, parce que c'est une facture réglée d'avance de la redevance. Si c'était une facture réglée à terme échu, là, on aurait effectivement de la FNP. Là, on aurait plutôt des. Ce que l'on peut avoir éventuellement, c'est des charges constatées d'avance. On va en parler juste après. Ok, D'accord. ça marche. Justement, quand on Ça va être sur marche. le traitement. OK. Ok. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, au vif du sujet, les fameux cadrans. J'espère que tout le monde suit bien pour l'instant. Je vous avais prévenu que ce serait un petit peu intensif parce que c'est des retraitements. D'accord. Bien sûr, n'hésitez pas à lister vos questions si vous en avez. Si vous voulez lever la main, vous pouvez aussi. On va passer maintenant aux cadrans. Alors, je vous recommande d'essayer de les faire avec moi, les cadrans. D'accord. Justement, pour bien comprendre de quoi on cause. On va faire un petit état des lieux tous ensemble. En norme français, est-ce que j'ai un dépôt de garantie déjà? Oui, je crois que j'ai un dépôt de garantie. 7 000 euros, je pense. C'était combien le dépôt de garantie? Non, c'était l'option. Le Non, dépôt de 5 000. garantie, c'est 5 000. Donc, vous 5 000 voyez, euros. hop, j'ai 5 000. Très bien. Est-ce que j'ai. Alors, attention, je suis au 01 09 N plus 2. Là, enfin, je suis au 31 12 N plus 2. Là, je me suis volontairement mis 3 ans après le début. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire qu'on ait tous les éléments à voir ensemble. Allons-y, plutôt charge constatée d'avance ou FNP? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir puisqu'on paye d'avance? C'est sûr? On va avoir des CCA, mais des CCA de combien? C'est ça qui m'intéresse. Vous avez 13 500 euros, si vous relisez bien avec moi, de redevances qui sont payées à partir du 0109 de chaque année. Ça fait une charge constatée d'avance de combien? C'est ça qui m'intéresse. FNP, vous avez compris que c'était zéro, hein, on peut jarter, c'était juste histoire de l'avoir. Donc CCA, ça va être combien? 13 500 divisé par un quart. Le Pourquoi reste, pour un quart? le reste entre septembre à décembre. Ce qui est. Alors, repositionner, c'est très bien que vous fassiez cette erreur-là, mais rappelez-vous, vous venez de payer la totalité de la nuitée de redevance. Donc, si vous payez la totalité de la nuitée, les septembre, octobre, novembre, décembre, ça concerne bien l'exercice N. Enfin, N plus 2 en l'occurrence ici. Par conséquent, qu'est-ce qui ne concerne pas l'exercice? Ce n'est pas les 4 mois, en l'occurrence, mais plutôt les Le 8 9. autres. Les Alors, autres, les 9 8. autres. Faites attention sur le 1er septembre. Donc ici, je vais devoir multiplier tout simplement par 8 douzièmes. Vous voyez, c'est vite arrivé des fois sur les CCA, les FNP de s'embrouiller un petit peu. OK, les charges. Alors attention, on est sur une année entière, je rappelle. 31-12 N plus 2, elle est entière. C'est un bail qu'on l'a, notre crédit bail. OK, combien je vais avoir de charges liées à la redevance? C'est la redevance. Elle est de combien ma redevance sur l'année? Alors, n'hésitez pas pour tous les autres à participer à l'écrit, hein, je vois tout. Hein. 13 500 la redevance. 13 500 la redevance? À l'année, du coup. Et vous avez totalement raison, mais moi, je vais vous la faire rédiger d'une certaine manière. Puisqu'en fait, j'ai 13 500 qui viennent de la précédente redevance, mais donc fois combien fois 8. fois 8 douzièmes. En fait, les Ah, 8 douzièmes de la précédente, auxquels viennent s'additionner les 4 douzièmes de la suivante. OK? Et j'ai effectivement bien mes 13 500. D'accord? Attention, on passe de l'autre côté du cadran.
31-12 N plus 2. Immobilisation, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en crédit bail, c'est 60 000. Hein, 60 000, c'est bon. Amortissement du crédit bail. Attention, c'est son amortissement, j'ai envie de dire comptable. Fictif, mais comptable. Donc, autrement dit, ça va être 60 000 que divise, sauf erreur de ma part. Oh, je parle comme un comptable qui relance son client. Sauf erreur de ma part. Divisé par 6, multiplié par quoi? Alors, j'ai divisé par 6 ans. Je rappelle, j'ai le 31-12, j'ai toute l'année N plus 2, toute l'année N plus 1 et 4 mois de l'année N. D'accord? Donc, si je fais les choses de façon précise, ça me fait donc quoi? Ben, ça me fait 1 an plus 1 an plus 4 douzièmes. Cumul d'amortissement, 23 333. Ma dette financière, si vous regardez avec moi 2 secondes, on va voir si vous la trouvez. Je remonte un petit peu. Je vous ai dit que je me trouvais au 31-12 N plus 2. Est-ce que quelqu'un se risquerait à me dire à combien se monte la dette au 31-12 N plus 2 après opération? Alors, à combien elle se monte? Mais j'ai pas compris la question, c'était quoi? À combien se monte la dette? On est au 31-12 N plus 2, d'accord? À combien se monte la dette de crédit bail? 33 274. 33 274, est-ce que ce ne serait pas plutôt à la fin du N plus 1? Crédit, excusez-moi, 24 000. 24 Ah, 002, exactement. Oui, Charlotte, exactement. Donc, 24 000. Alors, j'ai la flemme de taper 24 002. Donc, je vais aller chercher là-haut. Hop. Quant à mes intérêts courus, alors ils sont combien les intérêts courus? Les intérêts qui ont couru jusqu'à la fin de l'année. J'avoue, quand vous voyez un tel tableau, c'est pas forcément toujours simple à trouver. Alors, ils sont où mes intérêts courus? Rappelez-vous, on est le 31-12 N plus 2 et la dernière annuité a été payée le 01-09 N plus 2. Regardez bien. Hop, on a payé au 01-09. OK. Et les intérêts qui ont commencé à courir à partir de cette date-là, ils sont payés quand? Ils sont payés là. 30 050. Ouais, très bien, Charlotte. Et c'est quoi le prorata, Charlotte? 4 douzièmes, on est d'accord? Boum. OK. Et voici. OK. Ma dotation, ça va pas être très compliqué. Ma dotation sur une année entière, c'est combien la dotation? 60 000 divisé par 6. Quant à mes intérêts, allons-y voir sur les intérêts. Alors attention, les intérêts, ça va être plus compliqué là. Je ne sais pas si vous allez voir. On parle des intérêts sur l'année, pas des intérêts courus juste. OK. Alors, si vous les avez avec moi, mince, je me suis trompé d'exo. C'est là. Regardez les intérêts 2 secondes. Ici, vous avez. Alors, on est au 31-12 N plus 2. Quels sont les intérêts qui se sont retrouvés sur cette année-là? D'abord, il y a la deuxième partie de ces intérêts-là. La première partie a commencé à courir l'année dernière et elle a été payée au 01-09 N plus 2. Donc en réalité, on a 8 mois sur 12 qui ont couru. Autrement dit, ça doit nous faire quelque chose comme 4 228 fois 8 douzièmes. Et on a l'autre partie, bien sûr, basée sur nos 3050 qui a commencé à courir. Et ça forme bien sûr nos intérêts de l'année. OK? Est-ce que ça marche pour tout le monde? C'est bon pour l'instant?
Vous survivez en terrain hostile. Alors maintenant, vous voyez, je ne vous ai pas menti, on a bien nos cadrans. Tous nos cadrans sont remplis. On va pouvoir faire l'opération de retraitement, vous et moi. Alors, je pourrais faire le N+3 aussi si j'en ai envie, mais on n'a pas un temps très long. J'aimerais bien vous montrer un petit peu tout. D'accord? Alors, regardez 2 secondes. Si vous y voyez bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais neutraliser tout ce qu'il y a du côté norme française et je vais bien sûr implémenter tout ce qu'il y a du côté norme internationale. Une fois que j'ai fait ce premier travail, le ménage, ça va être très facile à faire. D'accord? Et ce sera tout le temps pareil. Donc, ma redevance déjà à 13 500, elle s'en va. Mes amortissements à 10 000, je les constate. Mes intérêts, charge 3 835, je les constate aussi. Je me retrouve avec un écart. Du côté du débit, j'ai 13 855, pas beaucoup, hein. 13 835, pardon, excusez-moi. Et là, 13 500. Il me manque ici. Je vais donc faire la différence. Et j'obtiens un écart de 335 sur les résultats. C'est un impact en résultat. D'accord? La modification IFRS a entraîné une diminution du résultat. Alors, elle n'est pas bien grande, hein, mais c'est une diminution du résultat qui entraîne la constatation d'un produit fiscal, puisque qui dit résultat en chute dit économie d'impôt. J'applique le taux à 25% sur cet écart-ci entre débit et crédit, bien sûr, et j'obtiens une écriture complète de correction du compte de résultat. OK? Je peux d'ores et déjà vous dire que cet impact-là de 335 de baisse de résultat, je vais le retrouver forcément en dessous dans mon tableau d'impact, d'accord, du bilan. Mon dépôt de garantie. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais un dépôt de garantie que je vais devoir solder. Ça disparaît. Mes charges constatées avant, je ne sais plus combien c'était exactement. C'était 9 000. Ça disparaît aussi. Facture non parvenue, il n'y en avait pas. Bon, bref. Oublions-les. L'immobilisation, 60 000. Les amortissements associés, je crois que c'était 23 000 et des poussières, si je ne dis pas de bêtises. 23 333. Et reste bien sûr ensuite la dette de crédit bail de 24 002 et les intérêts courus que nous avons calculés tout à l'heure. Vous voyez qu'une fois que j'ai fait mes cadrans, franchement, c'est l'enfance de l'art, c'est juste du ménage. Et là, ça doit être équilibré, bien sûr. En résultat, que vais-je retrouver? Ben, mon impact de tout à l'heure, 335 à la baisse. Et c'est là qu'on arrive là où je voulais vous mener. Comment est-ce que je fais pour retrouver mon impact en réserve? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 3 comptes de résultats, N+1, N+2 pour tout retrouver? Dans les faits, sur un brouillon, vous pourriez le faire. Là, je pourrais le faire. OK? Au cas où. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir maintenant? Ben, j'ai juste besoin de faire la différence entre tout ce que j'ai ici et tout ce que j'ai là. Là, j'ai 62 352 de ce côté-ci. Et là, 60 000, donc ma réserve exprime une diminution. Je vais tout simplement faire la différence entre mes crédits et mes débits. D'accord? Donc, ça ne va pas chercher midi à 14 heures. D'accord? Et j'obtiens ainsi mon impact en réserve. Et c'est sans nul doute l'impact en réserve que j'ai obtenu les années précédentes, d'accord, par l'agrégation de tous les résultats, ceux que je n'ai pas distribués. D'accord? J'espère que tout le monde est OK là-dessus. Et donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit,
Alors, mon résultat et ma réserve diminuent. D'accord. Et je vais tout simplement, en fait, faire l'écriture de correction. D'accord. Au niveau de l'impôt. Donc, ce seront tout simplement des IDA, puisqu'une réserve qui diminue, c'est de l'économie d'impôt, c'est de l'IS en moins. Et une réserve qui diminue, c'est de l'IS en moins aussi. Good news du jour. Et enfin, 2017 fois 0,25. OK. Et voici mon impact global. OK. Ça marche pour tout le monde. N'hésitez pas à dire si vous avez des questions. C'est compliqué souvent de faire juste une vidéo sur le retraitement parce que ça demande beaucoup de technique, un retraitement. C'est quelque chose souvent qui va vous bloquer un petit peu dans un premier temps. Vous voyez, je vous laisserai la liberté certainement de faire N+3 par la suite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et déjà, est-ce que cette méthode-là, vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà vue? Je ne prétends pas en être le propriétaire d'origine, attention, hein. Je recommande juste aux étudiants de l'utiliser. Parce que je sais que vous allez pouvoir l'appliquer sur toutes les transformations IFRS, déjà, premièrement. Et je sais aussi qu'elle pourra vous servir lorsque vous allez aborder, les retraitements de marge interne, cession interne, stock, dividende, les retraitements de méthode, lorsque vous avez, je sais pas moi, la mère qui fait du CMUP, la fille qui fait du PEPS, ou alors la mère qui fait du linéaire alors que la fille fait du dérogatoire. Bref, d'accord. Dans tous les cas, vous allez pouvoir appliquer cette méthode-là. D'accord. Elle présente l'avantage, je vous le dis, d'être absolument universelle. Vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps. Je vous rassure, quand dans les examens, on vous dit pensez à utiliser des tableaux, ça fait office de tableau. De toute façon, quand moi je corrige, j'en tiens compte et on est nombreux à corriger. Et aux dernières nouvelles, les jurys n'ont sabré personne utilisant cette méthodologie-là. D'accord. Mais elle est beaucoup plus rationnelle, simple et déclinable. OK? Ça marche? Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé d'autres éléments. Pas forcément à faire avec moi aujourd'hui, c'est pas le but. D'accord? Ça, ce sont mes supports. Moi, j'ai déjà les corrections de tout ceci. C'est plus une petite curiosité pour vous. Je vous en fais un peu cadeau. D'accord? De vous laisser voir comment vous arrivez à vous en sortir avec ça et d'obtenir les corrections par la suite. Parce que je ne me sens pas de vous faire 3 cas d'affilée en un seul live. Je pense que ça va vous achever. Surtout à cette heure-ci, je vais vous perdre à mon avis. D'accord? Mais est-ce que ça vous intéresserait que je vous l'envoie pour essayer de le faire vous-même? Oui, bien sûr. OK. Je vous le transférerai. Je le mettrai sur le groupe, ça vous dérange pas? OK, je le mets sur le groupe et puis vous le ferez progressivement. Vous n'êtes pas obligé forcément de me l'envoyer à moi directement après. Et par contre, moi, je vous mettrai les corrections le moment venu, parce que je les ai déjà faites avec une de mes promos. D'accord? Donc, je pourrais le mettre en œuvre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la logique de déroulement de cette méthode? C'est vraiment celle que vous allez pouvoir tout le temps utiliser, mais elle suppose une bonne maîtrise de la compta. Vous voyez, par exemple, le coût des CCA, là, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui tombent les pieds jaunes dedans. Les dérogatoires, il y en a qui oublient que l'amortissement dérogatoire, quand on fait du dégressif, il y a l'amortissement dérogatoire et l'amortissement linéaire. Mais l'air de rien, c'est 2 impacts dans le bilan. J'en ai qui m'oublient comment ça se comporte, par exemple, une subvention d'investissement au passif. J'en ai qui m'oublient, alors le pire retraitement de tous, le pire de tous, hein, le pire. D'accord, c'est celui-là. J'ai été sympa, en plus, je vous l'ai laissé. Alors, devinez quoi? Regardez-moi toute cette couche de normes françaises qu'il va falloir connaître là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'en souvenir qu'il y a des coupons courus au bilan. Il faut s'en souvenir qu'il y a des primes de remboursement et des amortissements, des frais d'émission qui sont des charges à répartir. D'accord? Ça sous-entend une bonne maîtrise de la compta à pro. OK? Ça marche? C'est pas sorcier, hein, comme dirait l'ami, mais ceci étant, encore faut-il les avoir en tête. D'accord? J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. D'accord? OK? Donc, je vais déjà vous en envoyer un à résoudre, bien sûr, pour voir un petit peu comment vous vous en sortez. OK? Et après, ce sera à vous de jouer, bien sûr, si vous voulez vous entraîner. D'accord? Mais je vous recommande, en tout cas, d'utiliser une seule et unique méthode. Vous irez voir des annales d'examen où, malheureusement, ça part en live. D'accord? Ça part dans tous les sens. Alors, le live est enregistré à l'instant même où je vous parle. D'accord? Donc, il sera pas, je pense pas que je puisse le mettre sur le groupe, c'est trop lourd. D'accord? Je vous le mettrai directement sur YouTube, comme j'ai fait avec le premier live, Ulrich. D'accord? Alors,
vous me disiez, Déborah, les numéros de compte. Alors, en IFRS, il n'y a pas de numéro de compte. En conso, il n'y a pas de compte. D'accord? En fusion, il y a des comptes. Après, bon, je ne vais pas vous mentir, vous êtes en DSCG, on n'est plus en compta classique. Si vous utilisez des systèmes abrégés de compte, bon, ça passera. D'accord? Franchement, en DSCG, ce qui compte, c'est la clarté de l'écriture, la clarté des libellés, pas tant les numéros de compte. D'accord? OK? Cependant, je ne saurais que trop vous recommander, par contre, d'essayer de bien vous entraîner sur les schémas d'écriture parce que d'une norme à l'autre, ça change. D'accord? Si je vous montrais mon fichier principal de travail et de formation, j'aborde 25-35 normes IFRS. Alors, c'est fastoche à la fin, une fois qu'on les a maîtrisées dans tous les sens et qu'on a fait 50 000 cas pour pouvoir les approcher, mais tout d'abord, au tout premier lieu, c'est compliqué. D'accord? Je sais que sur les formations de groupe que je fais, il y a au moins une journée entière qui part sur les IFRS. D'accord? Parce qu'il faut impérativement les maîtriser et se dresser l'esprit à faire des retraitements, même si, et j'insiste là auprès de vous tous là-dessus, parce qu'à chaque fois, chaque année, je reprécise, les retraitements ne vont pas compter pour beaucoup dans votre score. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les retraitements, les maîtriser, c'est maîtriser la compta. Quelqu'un qui maîtrise les retraitements, qui sait danser avec un petit peu les différentes normes, tout ça, c'est quelqu'un qui développe son esprit, d'accord, de gestion des cas. Vous voyez ce que je veux dire? Gestion comptable. Ça vous remet à jour. OK? Donc, c'est pour ça que ne soyez pas étonnés de voir des gens comme moi en formation intensive vous faire bosser les IFRS et les retraitements, alors que vous allez me dire, mais c'est que 2 points. Oui, mais c'est une logique comptable qui revient. OK? Ça marche pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de se dire? Est-ce que vous préférez que je passe à une masterclass pendant laquelle je vous informe que je vous propose 3 formations à minimum 5 000 € qui vont vous permettre de devenir multimilliardaire en moins de 5 minutes sans bouger de chez vous? Ouais, exactement. Et que je peux vous donner accès à une crypto super rentable, d'accord, qui permet vraiment de tout déchirer, qui est recommandée par Elon. Eh ouais, exactement. Plutôt la stratégie pour obtenir le DSI. Exactement, totalement. Mais d'abord, il faut payer un supplément de 10 000 € pour obtenir la stratégie qui permet de réussir le DSCG sans effort, sans bouger de son canapé. D'accord? Je ne déconne pas. Véridique. Et j'ai des témoignages fictifs faits avec ChatGPT. OK? Ça marche? Exactement. Et du coup, en termes de traitement, on a que ça comme Non, traitement. là, c'était pour vous montrer un retraitement. C'est très compliqué de vous en montrer plus, malheureusement. J'aurais aimé faire plus, mais ça, après, le plus, c'est dans les formations d'intensives que je propose à partir de juillet-août. Là, en juillet-août, celles et ceux que j'aurai le plaisir d'accompagner, on sera sur 35 heures de travail. Là, ça va nous permettre de vous faire bouffer la totalité du programme de l'UE4 à l'entonnoir, j'ai envie de dire. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut être vraiment à fond dedans, vraiment chaud pour pas se disperser et bien comprendre tous ces concepts. Quand vous avez mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 retraitements, je peux vous assurer que votre cerveau ne fonctionne plus de la même manière. D'accord? Mais là, pour l'instant, un premier, et je vous laisserai l'opportunité de m'envoyer vos travaux pour pouvoir vous montrer ce que ça a donné de faire les autres étapes. D'accord? Je vous ai laissé 2. Alors, il y a bien plus de retraitements que ce que vous voyez là-dedans. D'accord? Moi, je fonctionne beaucoup avec Excel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je fonctionne. Ça me permet, moi, d'aller vite, en tout cas quand je corrige et quand je travaille. Pour vous donner un ordre d'idée du fichier sur la partie IFRS qui représente à peu près une journée de travail en formation, vous voyez là, sur ces quelques retraitements, on descend jusqu'à la ligne 499. Bon, avec toutes les IFRS, on descend à la ligne 1500, d'accord, pour vous donner un ordre d'idée. D'accord? Donc, on est quand même sur un sacré truc. OK? Cependant, la logique reste la même. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette méthodologie-là. D'accord? Entraînez-vous avec d'autres. Hein. D'accord? Et petit conseil d'ailleurs quand vous vous entraînez, parce que très souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais on n'a pas beaucoup de cas, etc. Effectivement. Vous avez vu le crédit bail que j'ai fait? C'était quoi? C'était quoi la date? C'était 0109. Vous voulez vous entraîner? Très simple. Vous mettez 0104 à la place de 0109. D'accord? Croyez-moi, ça va tout changer de partout, les coefficients, tout. Vous voulez vous entraîner encore? Vous changez la date en disant que c'est payé à terme échu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous entraînez. Au début, vous allez ramer un peu, parce que ça va activer des logiques comptables qui sont un peu enfouies. Et par la suite, ça va aller de mieux en mieux. D'accord? Mais sachez-le, dans toutes les formations, je fonctionne à l'envers, moi. Je fais faire une journée entière de retraitement IFRS en tout début. Je peux vous assurer que ça chauffe bien l'esprit.
D'accord? Et généralement, tout le monde après part avec un petit peu plus d'aisance sur la suite du programme. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. C'est un temps d'échange aussi, hein, c'est fait exprès. Ça permet de poser quelques jalons peut-être et puis d'ouvrir quelques discussions. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous auraient intéressé d'aborder en live en particulier? Ça peut être sur l'UE4, ça peut être sur l'UE2, ça peut être sur l'UE1, ça peut être sur d'autres UE aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais je demande. L'UE4, déjà, bah, je pense que là, en termes de retraitement, si on regardait aussi les emprunts et les charges du personnel, ça peut être aussi être intéressant. Et après, bah, ça sera la conso. Hein. Mmh. Moi, mais après, je suis d'accord avec vous du fait que quand on regarde les retraitements, parce que, à mon sens, ça se rapproche plus aussi de la conso, parce que Mmh. Mais c'est une fois surtout que qu'on a, c'est une remise à niveau comptable un peu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ouais, souvent, vous avez plus fait de compta. Maintenant, comme tout est automatisé, vous travaillez tous sur logiciel et tout ça, ou en audit, c'est pire, vous êtes carrément sur des logiciels tout le temps. Vous avez tendance à plus savoir faire les petites écritures comptables, les logiques comptables. Or, quelqu'un qui réussit en conso, en fusion et tout ça, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien la compta, justement. c'est D'accord? ça. C'est quelqu'un qui est à l'aise. Ok? C'est une sorte de base. Donc, ça permet de vous remettre un peu les bases d'aplomb aussi. D'accord? Ok? Ouais. Mais je note, oui, peut-être sur les frais de personnel, parce qu'effectivement, je suppose que ce sera peut-être l'IFRS qui va être interrogé cette année. Mais par contre, il faut que vous ayez conscience que ce sont des lives qui peuvent devenir particulièrement longs. Parce que c'est vraiment c'est très technique, vous voyez ce que je veux dire. Ok, moi, quand je le fais en formation, ça absorbe du temps. D'accord, en tout cas. D'accord, je ne peux pas faire plus court. Ça peut pas être comme certains me le disent, il y en a qui me disent, ah, il faut faire des vidéos de 5 minutes. Non, mais 5 minutes, c'est pas possible, quoi. On donne le titre en 5 minutes, ici, hein. D'accord, sur des techniques de ce niveau-là, en 5 minutes, je peux juste faire l'intro. Ok? Ça marche pour tout le monde. D'autres suggestions, peut-être, ou pas? Alors, c'est prévu, Charlotte. Mais je sais pas, vous l'avez pas reçu, peut-être, le programme? Il y a une fusion complète de A à Z qui vous attend. Alors, attendez. Je vais vous le renvoyer. Il y a une fusion complète. Complète, 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 avec la soulte et tout, hein. C'est le truc bien chiant, la soulte. Tenez, je vous l'ai renvoyé dans le groupe si vous voulez voir. Donc, effectivement, il y aura quand même un live plus simple, je pense, le 18 février qui portera sur l'évaluation des entreprises. Donc, ça, ce sera la finance. Alors, l'audit destiné, j'ai rien contre, mais ce sera plutôt méthodologie de révision de l'audit légal. C'est le mardi 29 avril. D'accord? Et c'est sur la méthodologie de révision. Comment réviser l'audit légal? D'accord? Comment s'entraîner sur l'audit légal, tout simplement, qui quand même recèle 5 points, 6 points. Donc, moi, je peux vous assurer que dans les formations que je fais, je tanne tout le monde en disant que je ne veux entendre personne me dire que l'audit, ça se révise à la dernière minute, parce que alors là, ça va pas le faire. D'accord, l'audit, c'est 5 à 6 points. D'accord, c'est-à-dire c'est la moitié de ce qu'il vous faut pour avoir le DSCG UE4. D'accord, sachant que 10 en DSCG UE4, c'est déjà très bien. Hein. D'accord, on va pas se plaindre, même si c'est vrai que si vous pouviez décrocher 14, c'est mieux. D'accord, donc si vous regardez le planning, c'est rendez-vous le 29 avril pour ça. Juste avant, on aura des éléments des cas de finance. Et le cas de fusion, qui me l'avait demandé? C'était Charlotte. Charlotte, c'est le 1er avril, le cas de fusion, sans blague. OK. On a du juridique aussi qui nous attend. Vous voyez, je vous ai mis un petit peu toute la checklist. Il y a des résolutions de cas concrets sur du droit des affaires, des choses comme ça. Diagnostic fee, droit de la concurrence, droit fiscal. Pas mal de choses. OK. Et il y aura d'autres lives qui vont se joindre. Il y en a un le 6 mars, notez-le vous, c'est sur l'utilisation de ChatGPT. On va voir ensemble comment utiliser ChatGPT pour faire des fiches, d'accord, pour faire des recherches et ça pour vous, mais aussi pour faire de l'assistance à la rédaction de mémoire. Mais parce que sinon, on va se faire fâcher là. Hein. D'accord. OK. Donc ça reste entre nous. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Hein, on est OK. Ça arrivera, mais ça arrivera, comme je vous le disiez, à partir du 6 mars. C'est le 6 mars à 20h30. Si ça vous intéresse. OK, ça marche? Ça a été pour vous? N'hésitez pas à avoir des retours critiques. Hein. Vous savez, moi, je suis en phase de bêta-test avec ces lives. Moi, j'adore interagir avec les gens. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne fais pas de vidéos
savez, les vidéos à disposition, je n'aime pas ça du tout. Moi, j'aime bien être avec les gens en direct, travailler avec eux et parler avec eux. Donc, si vous avez des critiques à faire ou autre chose, n'hésitez pas surtout. Ou des choses que vous voudriez voir améliorer, ça peut être intéressant. OK? Très demande sur le thème sur la fusion. Je voulais savoir, est-ce qu'en 1 heure, on pourra tout voir? Sachant que le support sera déjà prêt avant, oui. Je pense qu'en 1 heure, on va pouvoir voir. Ce sera un cas de fusion simple, c'est-à-dire ça va être une fusion avec 2 sociétés, des participations internes, Ouais. l'évaluation du rapport d'échange, l'évaluation de la soulte, l'évaluation des bonis, primes de fusion et les écritures d'absorbantes et absorbées. Je pense que ça peut le Il n'y aura que ça. ça, vous n'allez pas avoir les 2 rôles en bon état à la fin, tellement on va quand même balayer pas mal de choses. OK? Ouais. Et quand vous dites participation interne, c'est participation réciproque, non? Oui, non, c'est pas réciproque que je voulais dire parce que sinon ce serait un système. C'est participation de l'absorbante dans l'absorbé. Dans l'assemblée, ok. On serait dans des schémas de fusion-renonciation si ça vous parle. Ok, oui. Ça vous parle déjà. D'accord? OK? Ouais. Ça marche? Parfait tout le monde. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de vous voir ce soir. J'espère que c'était plaisant à suivre, d'accord, et pas trop fatigant non plus dans son format. Je vous dis à très vite, d'accord. J'espère que vous avez noté les dates, d'accord, elles sont dans le groupe. Pour la partie fusion notamment, vous en avez parlé. Pour la partie audit, d'accord, et puis pour le reste. OK? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Moi, je vais rester auprès de mon feu. D'accord. Et ne manquez pas ma masterclass pour devenir millionnaire, bien sûr. Hein. OK. Allez, Stéphane, oui, le fichier, on l'a aujourd'hui, du coup? je vais vous l'envoyer par le groupe dans un instant. Ok, ça marche, merci. Ça roule? Bonne soirée, merci. Pas de souci. À bientôt. Bon courage à tous.